Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent 2019. Il prend les rênes de la RDC, la République démocratique du Congo. Ce 1er octobre, le président Félix Tshisekedi a été investi par sa majorité pour briguer un second mandat. Mais que dire de son bilan? Quel regard porter sur sa gouvernance et surtout, quels sont les grands enjeux de la présidentielle prévue le 20 décembre 2023 en RDC? 3 Congolais. Avec moi pour en parler, Tim Timba. Vous êtes, vous, le représentant de l'UDPS en France. L'UDPS est le parti au pouvoir. Vous en êtes le premier vice-président. Lorsque je vous invitais à participer à cette émission, vous indiquiez que le président Félix Tshisekedi est candidat à sa propre succession pour conforter son pouvoir et consolider les acquis. Mais quel acquis? On en parle dans cette émission. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Patrick Mbeko, vous êtes, vous, spécialiste des Grands Lacs, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont, entre autres, Objectif Kadhafi ou encore Stratégie du chaos. Vous êtes en train de préparer en ce moment un nouveau livre qui paraîtra l'année prochaine. On en parle au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir. Kewin Maïzo, journaliste, analyste politique, vous êtes à la fois un grand commentateur, un grand observateur de la vie politique en RDC. Merci, confrère, d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt moi. L'élection présidentielle, nous l'avons dit, est prévue le 20 décembre 2023 en RDC. Le président sortant est candidat à sa propre succession. Mais en face de lui, des adversaires politiques et pas des moindres. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, Augustin Matata Ponyo ou encore le célèbre médecin Denis Mukwege. Mais quels sont aujourd'hui les rapports de force politique, pouvoir, opposition? À quelques semaines de cette présidentielle, on en parle après ce reportage signé Jacques Kamboka pour NCA. En République démocratique du Congo, sauf changement de dernière minute, les Congolais iront aux urnes le 20 décembre prochain. Les enjeux pour ce 4e cycle électoral consistent à l'élection des 500 députés nationaux, plusieurs conseillers municipaux et le président de la République. Pour cette dernière, Félix Tshisekedi, président sortant, est candidat à sa propre succession. À la tête de l'Union sacrée, une plateforme avec plus de 500 partis politiques, il a été investi le dimanche 1er octobre comme candidat unique de cette plateforme. Le Congrès, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, vu la charte de l'Union sacrée de la nation, spécialement à son article 27.1, considérant l'urgence et l'impérieuse nécessité, décide, article 1er, est désigné et investi candidat président de la République pour le compte de l'Union sacrée de la nation, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État sortant aura en face de lui plusieurs opposants, dont Martin Fayulu, l'opposant de tous les temps du régime Tshisekedi, qui n'a cessé de revendiquer la victoire à la présidentielle de 2018, Moïse Katumbi, ce richissime homme d'affaires et ancien gouverneur de la riche province du Katanga, Augustin Matata Ponyo et Adolphe Muzito, tous deux anciens premiers ministres de Joseph Kabila, sans oublier Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix et d'autres. La communalité d'un candidat ne se fait jamais avant le dépôt de candidature. Les gens doivent déposer des candidatures et tester leur terrain. C'est lorsque chacun d'entre eux analyse ses forces et ses faiblesses qu'il arrive à dire, en tout cas, je pense que je ne suis pas aussi lourd que les autres. Donc, les candidats communs, normalement, c'est une affaire. Là, en 2018, d'ailleurs, il y a eu un candidat commun de la coalition Lamuka, mais cela ne s'est pas fait avant novembre. Donc, nous avons encore du temps et nous pensons que cela peut arriver.
Pour les législatives, l'on compte plus de 30 000 candidats pour 500 sièges. Aucun parti ne peut évidemment prétendre remporter la majorité des sièges. Tous en sont conscients, ce qui justifie la création des regroupements politiques. Le grand enjeu, c'est évidemment la présidentielle à laquelle le chef de l'État sortant garde un net avantage par le fait que l'opposition pourrait y aller en ordre dispersé. Et quand on considère que c'est un scrutin en un seul tour, Tshisekedi a plus de chances de remporter, estiment les observateurs. Patrick Mbeko, alors vous êtes un grand observateur de la vie politique de votre pays, la RDC. Le président Félix Tshisekedi est candidat à sa propre succession. Il est soutenu par deux grands hommes politiques de votre pays, M. Pierre Bemba et Vital Kamerhe. Quelles sont selon vous aujourd'hui, avec les opposants qu'il a en face, quelles sont selon vous les chances pour le président de gagner, de remporter cette présidentielle? Je pense que le fait d'être soutenu par Jean-Pierre Bemba ou par M. Vital Kamerhe n'est pas synonyme de victoire de la part de M. Félix Tshisekedi, dans la mesure où, quand on fait une analyse froide de la sociologie du vote en RDC, oui, on s'aperçoit que les Congolais votent différemment selon qu'il s'agisse des législatives, donc en tout cas quand on fait l'élection des parlementaires, ou encore de la présidentielle. Je veux donner un exemple très simple. En 2006, par exemple, on avait l'opposant historique Étienne Tshisekedi, le père de l'actuel président, avait par exemple appelé au boycott des élections parce qu'il n'y avait pas participé. Cela n'avait pas empêché, par exemple, son fief, le Kasaï, les deux Kasaï, de voter massivement pour Jean-Pierre Bemba lors des élections présidentielles de 2006. Donc cela veut dire que le fait d'avoir le soutien de Vital Kamerhe ou encore de Jean-Pierre Bemba ne dit rien du tout, dans la mesure où, en plus, Vital Kamerhe est du même coin que M. Denis Mukwege, qui a quand même une aura très importante, et rien n'indique que les gens qui soutiennent ces deux plateformes, donc la plateforme de Jean-Pierre Bemba ou de Vital Kamerhe, vont s'aligner impérativement sur les positions de leurs leaders. Les électeurs de ces deux soutiens. Rien ne dit qu'ils vont s'aligner impérativement sur le mot d'ordre de des leaders de leur parti. Rien n'indique cela. Donc, on risque d'avoir des surprises. Et de toute façon, les Congolais dans les présidentielles, que ce soit en 2006, en 2011 ou en 2018, ont toujours voté de manière très stratégique au niveau de la présidentielle. Donc cela veut dire... Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut simplement dire que les gens ne vont pas voter nécessairement en fonction de leurs affiliations politiques, mais de leur réalité quotidienne. Et à partir du moment où le bilan va être questionné, c'est en fonction de cela que les gens vont aller aux urnes. Évidemment, on parlera du bilan au cours de cette émission. Kevin Maïzo, alors très rapidement, je l'ai dit, effectivement, le président Félix Tshisekedi est soutenu par Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, mais en face, il a beaucoup de brontosaures. Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Augustin Matata Ponyo, Adolphe Mozito. Quand on fait l'équilibre, la balance penche de quel côté selon vous? La balance électorale, j'entends. La balance penche du côté de ceux qui n'ont aucun bilan à présenter, c'est-à-dire ceux de l'opposition, parce que le pouvoir a un bilan à défendre et ce bilan est largement négatif. Donc du coup, la balance, ce n'est même pas les noms de la personne. C'est que l'opposition va dire que nous n'étions pas au pouvoir, vous avez promis des choses que vous n'avez pas réalisées, vous avez votre bilan, et c'est ce bilan qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc, a priori, la balance penchera beaucoup plus du côté de quelqu'un dit de l'opposition. Le pouvoir a fort à faire. Alors vous tranchez déjà la question du bilan et vous dites que le bilan du président sortant est négatif. Ça, c'est votre avis sur la question du bilan? Excessivement négatif. Excessivement négatif, que lui répondez-vous, M. Timba? Merci beaucoup. Le bilan de celui que vous soutenez à cette table serait excessivement négatif. Avant d'arriver au bilan, oui, je ne comprends pas comment est-ce que vous allez réduire le soutien du chef de l'État à des personnalités, entre autres Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba. Le soutien de l'actuel chef de l'État au scrutin du 20 décembre, vient de la population congolaise en général. Je veux parler de plus de 80% des Congolais qui voient à cette personne la chance
de faire émerger les... Comment déterminez-vous les 80% Ça veut dire que les couches les plus sociales possibles, donc les bas peuples qui voient en Tshisekedi quelqu'un qui animait de bonne foi pour redresser le pays, il y a des preuves. Il avait trouvé ce pays dans un trou. Le pays était en voie de disparition. La RDC était en voie de disparition en 2018. Voilà, nous allons en débattre. Il y a eu beaucoup de réalisations. Et partant de mon frère qui a parlé de l'électorat de 2006 à travers le Dékassai, non, il y avait un mot d'ordre que les Sphinx de des Restes Mémoire, le papa de l'actuel chef de l'État, avait lancé pour que soit élu en lieu et place le président Jean-Pierre Bemba à l'époque. Donc le bilan du chef de l'État aujourd'hui, c'est un bilan clair, c'est un bilan positif. Oui, d'accord, on va être concret. On va être concret dans cette émission. C'est toujours bien d'être concret. Quels sont les atouts que vous voulez mettre en avant pendant la campagne électorale pour convaincre les Congolais de voter pour vous? D'abord, je vais commencer d'abord par... Aujourd'hui, on commence à reparler de la RDC sous une autre forme. Le pays est redevenu parmi les pays qui font face aux circonstances. Donc la RDC est devenue parmi les pays dans le Conseil des Nations, par exemple. Aujourd'hui, quand on parle de la mondialisation, quand on parle même du réchauffement climatique, on trouve qu'aujourd'hui, la RDC est en train de redevenir un pays solution. Ça, c'est un élément capital. Aujourd'hui, s'il faut parler de la RDC, bien, les bilans du chef de l'État, par exemple, nous allons comprendre que aujourd'hui, le budget de la République a quadruplé, par exemple. Ça, c'est du concret. L'augmentation du budget du fonctionnement de l'État. Le budget de fonctionnement de l'État qui a quadruplé. Évidemment, dans les autres pays, l'objectif, c'est de réduire le coût du fonctionnement de l'État. Quand je parle de budget, ça veut dire le prévisionnel du budget qui va servir. D'accord. Consacré au projet, à la réalisation des projets. Consacré au projet, à la réalisation des projets. Ça, c'est un élément concret. Un élément concret. On ne voit pas trop l'impact positif sur les populations. L'impact positif sur la population, c'est que le président Tshisekedi est en train de transformer l'homme congolais. Pardon? Le président Tshisekedi est en train de transformer l'homme congolais. C'est-à-dire? À travers, d'abord, non seulement l'éducation, mais l'instruction, avec la gratuité de la scolarité de base des enfants. Ça, c'est vrai. Parce qu'à son arrivée, le président Tshisekedi avait trouvé plus de 4 millions d'enfants congolais qui ne pouvaient même pas sortir de leur parcelle. Alors, au début, c'était normal. Ça, c'est totalement vrai. Le président, effectivement, rendu... Donc, aujourd'hui, nous avons plus de 7 millions d'enfants. Enseignement primaire. Plus de 7 millions d'enseignements. Ça va évoluer graduellement jusqu'à l'enseignement universitaire. Plus de 7 millions d'enfants, aujourd'hui, ont réintégré les cursus scolaires. Ça, ce n'est pas... Quand je parle de transformation d'hommes, on avait trouvé au pays une couche de jeunes qui étaient devenus des criminels. Ah, il n'y a plus de criminels en appelés Koulouna. Non, il y en a. C'est un travail, c'est un processus qui a commencé. Aujourd'hui, ce sont ces jeunes gens-là qui étaient, à l'époque d'ailleurs, fusillés, tués. Ce sont ces jeunes gens-là qui sont en train d'être transformés à travers les services nationaux. Aujourd'hui, ils sont passés des criminels en producteurs. Ça fait partie. Enseignement gratuit, quoi. Oui. On évolue, enseignement gratuit. Transformation de l'homme à travers l'encadrement de la jeunesse. Et troisièmement, je vais aller rapidement aujourd'hui sur le plan infrastructure. Par exemple, il y a un projet de 145 territoires qui est en train de voir jour, parce que c'est ce projet-là qui va permettre à ce que le Congo se développe. Alors, à travers chaque territoire, il y aura des infrastructures de base. Absolument. Et c'est ce qui va permettre à relier le Congo et à permettre l'avancement et surtout l'évolution du Congo. Au fur et à mesure que nous faisons en matière sécuritaire, aujourd'hui... Il y a quand même beaucoup de contradictions dans ce qu'il dit. Oui. Quand il fait le bilan, il parle de 80%. Est-ce que c'est sur le bas des sondages, des statistiques, on ne sait pas. Le dernier sondage fait allusion à 76% d'intention de vote. Au profit de M. Tshisekedi. C'est des sondages achetés. Voilà, c'est toujours les bons mots de l'opposition. Et pour donner la parole à mon ami,
il n'existe pas l'opposition. Ça, c'est la prophétie de l'IDPS à l'époque. Une fois l'IDPS au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition. Bon, déjà, voilà, dans un pays occupé juridiquement, il n'y a pas d'opposition. Oui, mais pourquoi il n'y a pas d'opposition? Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'opposants. Non, non, monsieur parle... Alors, monsieur parle de soucimètre. Vous savez les soucimètres? On va laisser Kevin. Il parle de soucimètre. Le soucimètre, c'est un appareil avec lequel on mesure... C'est la réalité de ce qui se passe. C'est un appareil avec lequel on mesure le souci de quelqu'un à faire quelque chose. Monsieur est là depuis 4 ans. D'abord, il est arrivé au pouvoir par un recel de fraude électorale, ce qui constitue un péché jusqu'aujourd'hui. Il n'a pas été élu, ça c'est clair. Non, ça c'est faux, parce que... Il arrive au pouvoir. On va laisser... Il arrive au pouvoir. La corruption a pris des proportions inquiétantes. On a fait semblant de juger M. Vital Kamerhe pour un projet de 100 jours illégal et anticonstitutionnel. Il est allé en prison, il est sorti. Il a fait un deuxième projet qu'on appelait Chilegelou. C'est la justice qui l'a libéré, donc sur la base... Oui, mais l'argent, on ne l'a pas retrouvé. L'argent, on n'a pas retrouvé. Et le président de la République a dit que la rétrocommission, pour nous, c'est quelque chose de normal. Or, nous, on sait que c'est une corruption. Donc, après le programme des 100 jours qui n'a pas fonctionné, il a fait un programme qu'on appelle Chilegelou, qui n'a pas fonctionné. En fin de mandat, il ramène un programme de 145 territoires. Oui. Le péché de M. Tshisekedi, c'est que il s'est entouré de personnes, des anciens fémènes, je parle bien des fémènes, des anciens voleurs, des corrompus en Belgique, en France et au Canada. Il s'est entouré de ces personnes je vous laisse la responsabilité. Franchement. Non, je suis vraiment très sérieux. D'accord. Et ils ont des pédigrés, je peux vous donner leur numéro d'écrou. Hein. C'est des fémènes et des anciens voleurs. Et ce n'est pas Patrick Mbeko qui va me démentir. C'est des choses connues. Vous appelez le système judiciaire en France, en Belgique, il s'est entouré de ces gens qui sont devenus extrêmement riches. Alors, quand il nous parle de la gratuité de l'enseignement, un programme qui n'a jamais été pensé, planifié, la Banque mondiale a calculé qu'il faudrait 3 milliards de dollars par an pour faire fonctionner ces programmes. La conséquence maintenant, c'est qu'on a plus de 100 élèves par classe avec des enseignants qui ne sont pas payés. Donc, la qualité a considérablement baissé. Quand il nous parle d'équipement, il n'y a pas d'équipement. Combien de kilomètres de route? Il n'y a pas d'infrastructure en RDC. Combien de kilomètres de route? D'accord. Combien de kilomètres d'autoroute? Combien d'hôpitaux? La Banque mondiale est en train de réhabiliter l'hôpital général de Kinshasa suite au Covid et l'argent a été détourné. Bon, on est en train de construire un centre financier, 5 immeubles à 300 millions de dollars, donc surfacturation. Il n'y a rien. Le bilan est largement négatif sur le plan droit de l'homme. Les opposants sont en prison, les journalistes sont embastillés. Et il a ramené... Les opposants sont en prison en RDC? Ben oui, par exemple Jean-Marc Kabound, un ancien de l'UDPS, qui est devenu son opposant pour ses candidats à l'élection présidentielle. Il est en prison. Le correspondant de Jeune Afrique à Kinshasa, Stanis Boujakera, est en prison et ce n'est pas le seul. Et puis la corruption. Si vous regardez vraiment tous les grands domaines du développement d'une nation, indice de développement humain, droits de l'homme, tout c'est négatif. Et quand on nous parle que les budgets a quadruplé, sommes-nous sérieux? Sommes-nous sérieux? Mais c'est un budget sans impact, c'est des chiffres lancés comme ça à la volée. Et le plus grand péché de Tshisekedi, dans son bilan, quand vous dites... c'est ce tribalisme abject. Alors, vous évoquez plusieurs problématiques. En même temps, Patrick Mbeko, très rapidement, avant qu'on ne marque une pause, 2 questions de départ ont été posées, notamment la question des rapports de force et la question du bilan. Alors, Kevin Maïzo nous a très rapidement plongé dans la question du bilan et vous avez suivi la réponse de votre compatriote. Quel est votre avis sur cette question-là? Vous pensez aujourd'hui que, comme il le dit, le président a de vrais atouts à faire valoir pendant cette campagne électorale de façon à ce que ses compatriotes votent à nouveau pour lui si on considère effectivement qu'il a été... Personnellement, je ne pense pas. Et je pense que M. Félix Tshisekedi avait d'ailleurs déclaré, parce qu'il y a une question qui n'a pas été abordée, qui est très importante pour beaucoup de Congolais, c'est celle de la sécurité. L'Est du pays est occupé par des forces du M23 soutenues par le Rwanda. Donc si on avait une diplomatie active... comme le Rwanda dément. Le Rwanda dément, mais pas les rapports des Nations Unies. Et je tiens à rappeler d'ailleurs, peut-être que mon compatriote ne le sait pas, selon le dernier rapport des Nations Unies publié en juin 2023, il y a plus d'1 million de Congolais qui ont été déplacés par les combats à cause du M23. Et donc, si on avait une diplomatie qui marchait, on aurait pu obtenir la condamnation du Rwanda, ce que nous n'avons pas obtenu jusqu'à présent.
À ce jour, un seul officier rwandais, un capitaine de force de défense rwandaise, a été mis sur la liste de sanctions de l'Union européenne sans plus. Donc sur le plan diplomatique, c'est très problématique pour la RDC. Sur le plan socio-économique, la crise est très importante. Et je tiens quand même à rappeler que c'est M. Tshisekedi qui a dit clairement que s'il ne résout pas la question de la sécurité à l'Est, il aura considéré que son bilan est perdu et négatif. Effectivement, c'est ce qu'il disait au début de son mandat. Alors, quel regard porter sur la gouvernance? Je propose, Patrick Mbeko, qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour que vous poursuiviez votre développement. À tout de suite. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité sur le continent. Le numéro de ce jour est consacré donc à la RDC qui tient le 20 décembre 2023 sa présidentielle. Mais quel regard porter sur sa gouvernance? Avant d'en parler avec mes invités, je propose de suivre ce qu'en dit le journaliste congolais Kalev Mavinga. Mais il s'est battu. Il s'est battu jusqu'ici, en tout cas. Il a posé quelques jalons, notamment avec la gratuité de l'enseignement et aussi la gratuité de la maternité. J'ai vu les projets 145 territoires. Le président a commencé ce projet-là. C'est un projet qui, s'il y a un très bon encadrement, le projet avec le territoire, les 145 territoires, ça, c'est un projet qui peut développer le pays. Mais bon, le problème est au niveau de l'encadrement. Si ce projet est très bien encadré, je crois que le développement du pays peut partir de là. Et même en parlant de la gratuité, que ce soit de l'enseignement, mais aussi de la maternité, quelles sont les mesures qui ont été prises? Ce sont de très bonnes décisions, mais quelles sont les mesures qui ont été prises aujourd'hui? Vous, journalistes, il faut rentrer parfois dans nos différentes écoles pour voir là où la gratuité est effective, comment est le niveau de l'enseignement. Je pense que ce sont de très bonnes décisions, mais il nous faut encore beaucoup plus d'impulsion pour encadrer les dites décisions. C'était donc le journaliste congolais Kalev Mavinga. Patrick Mbeko, vous étiez en train d'aborder avec nous justement la question du bilan. Et votre compatriote, le journaliste que nous venons d'écouter, en a cité quelques points, notamment la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement, le projet 145 territoires. Mais vous reveniez sur la promesse de sécurisation, de pacification de votre pays, la RDC, qui visiblement n'a pas été tenue. Oui, parce que d'abord, une chose qu'il faut dire, c'est que le compatriote Mavinga a parlé de ces projets, mais il a relevé quand même le fait que c'est au niveau de l'articulation de ces projets. C'est vrai. C'est ça qui va faire la différence, parce qu'on peut tout promettre, mais si au niveau de la faisabilité, il y a un problème, bon, au final, les gens vont finir par se plaindre. À l'époque de Kabila aussi, on nous avait parlé de la modernité. Et puis la gratuité de l'enseignement n'est pas une nouveauté en RDC, il faut le rappeler. À l'époque de Mobutu, il y avait cette gratuité de la scolarité. Pour ceux qui connaissent l'histoire de leur pays, c'est essentiel. Maintenant, pour revenir à la question de la sécurité. S'il vous plaît. Moi, je pense que c'est une question qui est extrêmement importante parce que la RDC, depuis 1996, est attaquée, continuellement déstabilisée par le voisin rwandais, tantôt par l'Ouganda. Et depuis 2021-2022, il y a eu cette résurgence du M23. Que Félix Tshisekedi a promis de mettre fin pour l'instant. Il a indexé publiquement le voisin rwandais. Oui, mais le problème n'est pas d'indexer publiquement parce que l'implication du Rwandais est un secret de polichinelle. Ça a été révélé bien avant Félix Tshisekedi par le rapport des Nations Unies. Et je tiens à rappeler aussi que le M23, ce n'est pas sa première aventure en RDC. En 2012, le M23 était en RDC. Il avait été vaincu à l'époque par l'armée congolaise épaulée par la brigade spéciale de la MONUSCO. Bon. Aujourd'hui, c'est le même groupe armé qui est de retour. Bon. Et l'armée congolaise a du Alors, comprenons bien, pour que nos téléspectateurs comprennent. Vous êtes spécialiste des Grands Lacs. Le M23, ce groupe armé, d'où vient-il? Et qui l'alimente? C'est un groupe armé qui a été créé, alimenté par l'Ouganda et le Rwanda.
en 2012. Ça, c'est formel. Ça, c'est formel et ça a été amplement documenté. Et c'est des Congolais qui sont dedans. Attention, à l'intérieur, vous avez des rwandophones qui mettent en avant des Congolais de service pour congoliser en fait ce mouvement rebelle. Le M23 est dans la droite ligne de tous les mouvements qu'on a pu observer en RDC depuis 1996. Il y a eu l'AFDEL, à l'époque avec Laurent Désiré Kabila, le père de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Oui. Laurent Désiré Kabila était le chef de l'AFDEL officiellement, mais nous savions tous que l'AFDEL a été piloté à partir du Rwanda. Puis par la suite, après la rupture entre le Kabila père et ses parents rwando-ougandais, il y a eu la deuxième guerre du Congo. Là, on a eu le RCD Goma. Et là aussi, on nous a présenté ces mouvements comme étant des mouvements congolais, mais ce sont des mouvements congolais de nom. C'est le Rwanda qui pilote tout. Et du RCD c'est une invasion. Exactement. Et du RCD Goma va naître le CNDP. Oui. Là aussi piloté par des gens qui se disent congolais, mais qui, au final, se retrouvent quand même à la remorque du Rwanda, toujours selon les rapports des Nations Unies et des ONG internationales. D'ailleurs, Laurent Kunda Batware, qui a été un ancien du CNDP, se trouve aujourd'hui au Rwanda. Il était aussi dans l'armée patriotique rwandaise de Kagame. Et donc, ça, c'est un élément concret. Hein? Et du CNDP va naître le 1-23. Et c'est toujours les mêmes prétextes. Mais ce sont des prétextes qui sont curieux dans la mesure où, quand on analyse les faits de manière froide, l'on se rend bien compte que derrière l'aventure de M23, il y a le Rwanda qui n'a jamais cessé de militer pour la partition, le contrôle d'une partie de l'Est congolais, en tout cas d'une partie du Kivu. De l'Est. Et donc, quand on voit la situation du M23, on peut aujourd'hui dire qu'il s'agit d'un grand échec pour non seulement la diplomatie, mais aussi la politique de défense et de sécurité du président Tshisekedi. J'ai une précision importante à faire. Oui, très rapidement. Pendant que Félix Tshisekedi crie partout au monde que nous sommes agressés par le Rwanda, il n'a jamais rompu les relations diplomatiques avec le Rwanda. Il n'a jamais fermé la frontière avec le Rwanda. Les douaniers congolais et rwandais travaillent ensemble à Goma. Comment voulez-vous que le monde nous prenne au sérieux? Et qu'on arrête de prendre le Congo comme une bête de foire, ou dans toutes les réunions des Nations Unies sur l'environnement, ah ouais, nous sommes un pays solution. Les matières premières du Congo, la forêt congolaise doit être une solution pour les Congolais, pas pour le monde entier. Alors si on présente les pays, ah non, nous sommes revenus sur le plan diplomatique parce que nous sommes une bête de foire à piller, ça, en tant que Congolais, c'est inacceptable. Effectivement, quand au début de son mandat, on fait de la pacification de son pays une priorité, enfin l'objectif ultime, à la fin du mandat, on doit pouvoir se demander, est-ce que cet objectif a été atteint? Pour vous, votre pays est toujours occupé par le M23 aujourd'hui. L'Est de votre pays ne vous échappe au contrôle de l'État. Qu'est-ce qui explique l'incapacité, entre guillemets, je dirais, du pouvoir à pacifier l'ensemble du territoire congolais aujourd'hui? Merci beaucoup. D'abord, je suis surpris parce que j'ai en face de moi un spécialiste du Grand Lac. Oui. Et puis, bon, j'ai quelqu'un qui se fie des déclarations derrière son écran, ce qui se passe. Ce n'est pas ni le Rwanda, ni l'Ouganda qui puissent agresser pendant plusieurs décennies la RDC. Il y a toujours des forces obscures derrière. Quand notre ami est en train de dire ici comme quoi cette guerre était déjà vaincue, non, non, la guerre était déjà là, la partie était déjà occupée. Oui, sauf que, oui, c'était occupé. Ce n'est pas parce que le président Félix ou les autres, parce que la guerre ne date pas de... Oui, mais d'accord, on est d'accord. Mais la question, c'est que quand le président lui-même évalue la situation et dit moi, je vais pacifier mon pays, qu'est-ce qui explique que 4 ans après, il a pas... Merci beaucoup. D'abord, je vais peut-être étonner nos amis. Je vais les étonner pour dire que le projet du président Félix, son projet de société, vaincre la pauvreté, était étalé sur des mandats. Oui, on va revenir dans la troisième. On évoquera la question de la pauvreté après. Non, le mandat est de 5 ans. Maintenant, il faudra que le monde où les Congolais se posent la question pourquoi le président a veillé cette intuition de l'étendre sur des mandats. Ça, c'est d'abord un. Oui. Sécurité. Avant de vous répondre, le chef de l'État est arrivé au pouvoir. De la manière où notre ami a semblé dire ici que non, il était nommé. Mais quand vous êtes nommé et que vous détenez des PV, donc je vais demander aux Congolais ou à ceux qui nous suivent de déduire. Le chef de l'État est arrivé, il n'avait pas de majorité parlementaire. C'est vrai. Il était obligé de coaliser. Absolument. En coalisant, il y avait toujours des forces
négative qui ne voulait pas rentrer dans sa vision. Le PPRD était effectivement ça, c'est clair. Majorité. Et en même temps, il y a eu la pandémie Covid-19, dont la RDC a été impactée comme la plupart des pays. Des pays du monde, absolument. À part la pandémie 19, il y a la guerre à l'Est qui est là, il y a la guerre de l'Ukraine, parce que l'économie du pays, c'est une économie introvertie qui dépend des importations dans la plupart. Donc, si nos amis ne peuvent pas comprendre que ça fait moins de 3 ans que le chef de l'État est en train de se battre, et en même temps, pour terminer une guerre, d'abord, j'ai parlé ici comme quoi le président avait trouvé un pays à l'agonie où il n'y avait même pas de militaires. Aujourd'hui, s'il vous plaît, je termine. Aujourd'hui, les chefs de l'État... Il n'y avait pas de militaires non, il n'y avait pas de militaires aguerris pour aller faire la guerre au Rwanda. Non, il raconte de contre excusez, si vous permettez... Tout à fait, j'en arrive. C'est quoi? C'est quand vous arrivez... Vous ne trouvez pas que... Donc, un bilan, ça veut dire que vous devez donc, vous appuyez sur ce qui est là avant votre vous devez constater ce qui a été fait. Oui. Donc, aujourd'hui, le chef de l'État a formé plus de 30 000 jeunes. Mais je dois rappeler parce que votre question était précise. Oui, la question est sur la question de défense. Oui. Mon frère et compatriote a parlé d'abord des forces obscures. Je peux vous dire que je peux vous expliquer qu'en 1996, il y avait véritablement des grandes puissances derrière le Rwanda. En 98, j'arrive, je vous explique. Merci. Je vous donne la matière. En 98, lorsque la guerre a repris, il y avait des États-Unis. Non, mais quand vous avez intervenu, vous n'avez pas fait allusion à la matière que vous voulez maintenant distiller. Ça veut dire que vous êtes référé à une matière que vous ne savez pas. Prenez le temps de m'écouter. En tant que spécialiste. Non, prenez le temps de m'écouter. Merci. Je vous donne on va le laisser finir. Vous m'avez arraché la parole. Mais on reviendra sur... Oui, vous m'avez arraché la parole. Il dit des choses qui sont non, mais j'arrive. Oui, mais j'arrive sur un point important. C'est que, parce qu'il faut corriger certaines choses. En 96, c'est vrai qu'il y avait des puissances derrière le Rwanda. En 98 aussi. Il demande s'il n'y en a plus aujourd'hui. Oui, j'arrive. Parce que l'histoire évolue. L'histoire n'est pas statique. À partir de 2003, il y a eu la signature des accords de paix. Le Rwanda a toujours été soutenu, on le sait. Par contre, par rapport à la question du 1-23, il n'y a aucune puissance derrière le Rwanda. Et d'ailleurs, pour la première fois, on a vu dans le dossier du 1-23 les États-Unis hausser le ton. D'abord en 2012, il y a eu des sanctions à l'égard du Rwanda, bien que symboliques. Il y a eu une suspension d'aide destinée au Rwanda de la part des pays comme la Suède, l'Allemagne, un certain nombre de pays européens. Donc ce n'est pas une nouveauté. Et aujourd'hui, en 2018, en 2019, parce que l'affaire du 1-23... En 2023, oui, l'affaire du 1-23 revient en 2021. Quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, le 1-23 n'existe plus. C'est quand même important de le dire. Alors quand on fait une analyse géopolitique de ces questions, il faut avoir de la substance et des connaissances. Sinon, on risque de faire dire aux faits et aux réels, c'est que les faits ne disent pas nécessairement. Donc maintenant, quand vous parlez de la question, parce que sa question, la question du journaliste, de M. Richard, est très très précise. Il y a une question de bilan. La question du 1-23... J'arrive, il y a une genèse aussi. Oui, non, j'arrive parce que... Je suis d'accord avec vous, il y a une genèse. Mais... la situation actuelle de sécurité, la question de défense aujourd'hui, n'est pas le fait des grandes puissances ou de qui que ce soit qui se cacherait derrière. Je tiens à vous rappeler d'ailleurs, et vous le savez, Félix Tshisekedi s'était rapproché du Rwanda quand il est arrivé au pouvoir. À l'époque, il y avait quand même, c'était les mamours entre le président Kagame et M. Félix Tshisekedi. Il a dit que c'était son partenaire fier. C'est moi qui ai la parole, non? Non, je vous remets la parole. Gardez votre matière, vous allez la distiller à ceux qui n'en connaissent pas. On va pas s'énerver. Je suis très bien informé. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas longtemps, au 78e Assemblée générale des Nations Unies, les États-Unis ont dit clairement qu'ils vont mettre terme à la coopération militaire avec le Rwanda. Pourquoi? Oui. Alors ça vous non, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Ils vont couper, ils vont mettre une coopération dans une structure donnée de l'armée parce qu'on reproche au Rwanda d'enrôler des enfants soldats au sein du 1-23. C'est ça la question. Et que les relations diplomatiques ne sont pas encore rompues. Exactement, parce que c'est très important. Mais on va circonscrire le débat. On va circonscrire le débat. La frontière est ouverte.
La question, s'il vous plaît, la question posée, elle est simple. C'est comment se fait-il qu'on n'a pas réussi à pacifier, que le président n'ait pas réussi à pacifier son pays comme il a promis. C'est ça la question. Mais vous avez déjà... Je vais répondre à la question. Non. Je vais continuer à répondre à la question. Parce que, non, s'il vous plaît, parce que lui m'avait arraché la parole. Allez-y. Quand le président Félix est arrivé, un bon père de famille, il a compris que nous avons... nous vivons naturellement avec nos 9 pays voisins. Oui. Et pour mieux vivre pacifiquement, nous devons privilégier les relations économiques pour que les deux populations se retrouvent. C'est la raison pour laquelle le président Félix s'était rapproché du président Kagame, parce qu'il avait compris que le motif qu'il y avait derrière la guerre, c'était les velléités du Rwanda à travers ses forces obscures. Mais aujourd'hui, des millions de vos compatriotes sont déplacés au J'en arrive. À Goma. Quand il est arrivé, il n'avait pas les bâtons ou les moyens pour faire la guerre. Il fallait que le président Félix... Alors, pour qu'on gagne du temps, je vous résume. Il s'est préparé pendant tout ce temps, même en privilégiant... Non, pourquoi ne pas... S'il vous plaît, même en privilégiant la guerre, parce que la guerre, un jour, elle finira par l'être. Si les autres ne sont... D'abord, il y a eu l'ultimatum que les M23 doivent quitter le pays. Ils ne respectent jamais le... Ils ne vont pas respecter, mais ils vont quitter les forces. Dans peu de temps, il n'y aura plus de mouvement. Il n'y aura plus de mouvement. Pourquoi on ne l'avait pas fait? Je vous dis, tout en préservant la relation économique, le président de la République était en train de se préparer pour faire face à cela. Et au nom des relations économiques, on n'a plus d'avions pour voyager au Congo. Les éléments de réponse de M. Timba sont clairs. Lorsque, en 2018, le président Félix Tshisekedi prenait le pouvoir, dit-il, il n'y avait pas une armée capable de pacifier la RDC. Et puis, il y a eu le Covid, qui fait qu'effectivement, il y a eu une parenthèse de plus d'un an. Quand je parle d'armée capable, parce qu'il y avait trop d'infiltration de notre armée. D'accord. Et puis la guerre d'Ukraine qui, visiblement, a impacté négativement les exportations de votre pays. Ça, c'est ça la réponse, c'est pas moi. Vous répondez quoi à ça? Et l'Ukraine empêche le président Félix Tshisekedi de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Alors, ce que vous dites, expliquez-nous pourquoi il est important pour vous que votre pays, la RDC, rompe toutes les relations diplomatiques. Parce qu'en droit international, lorsque vous êtes agressé, vous rompez les relations internationales. S'il ne le fait pas parce qu'il est complice du Rwanda. C'est peut-être pas mieux de maintenir un canal de dialogue avec le voisain. Il y en a plusieurs canaux de dialogue, ce n'est pas l'ambassade. Notre ami oublie que l'ambassadeur du Rwanda Congo a été expulsé. Et les chargés d'affaires jouent office d'ambassadeur. Si vous permettez, parce qu'il y a la question de la pacification. La raison pour laquelle nous avons du mal, Félix Tshisekedi a du mal à pacifier, parce qu'il y a deux niveaux d'analyse qu'il faut avoir dans cette affaire. Quand Félix arrive, le M23 n'existe pas. Par contre, nous avons des groupes armés. Le M23 existait. Non, si vous permettez. C'est pas grave. Le M23 a toujours existé. Bon, le M23 les noms ont changé. Il a fait l'historique. Je parle du M23 dans sa dimension militaire actuelle. Il était vaincu. Et ils étaient éparpillés entre l'Ouganda et le Rwanda. Et j'en sais quelque chose, pour avoir discuté avec certains officiers de ce truc-là. Il y a deux niveaux d'analyse. Vous vouliez nous dire pourquoi il y a deux niveaux d'analyse. Ne réussit pas à pacifier. Il y a deux niveaux d'analyse. Si on parle de pacification par rapport à M23, c'est un échec. Parce qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas une compréhension profonde des enjeux de la partie Est. Le deuxième aspect, c'est la question des groupes armés. Parce qu'au-delà du M23, vous avez des dizaines de groupes armés qui pullulent dans l'Est de la RDC. Et on a même instauré, on oublie de le dire, un état de siège. Bien sûr. En Ituri et au Nord Kivu, et ça n'a rien donné. Non, mais qu'est-ce que vous racontez, mon frère? C'est grâce à cette à l'instauration de l'état de siège qu'on a... Bon, cher ami, on le laisse à des multiples arrestations aujourd'hui. Mais Tshisekedi a fait le bilan de l'état de siège qui est un échec. Lui-même, le président Tshisekedi. C'est ça, oui. Et pourtant, l'état de siège existe aujourd'hui. Bon, cher ami, c'était un échec. Il les a réussi et il a fait le bilan, c'est un échec. L'état de siège continue, c'est que
très rapidement. Je continue. Si vous permettez. On le laisse finir très rapidement. On a eu l'état de siège qui n'a rien donné. Il y a un rapport important. Bon, il n'est pas de votre avis. Il y a un rapport de la Commission de la défense du Parlement qui existe. C'est un rapport de l'année passée. Il faut aller le lire ou le consulter. C'est très important de parler de choses dont on a minimalement la maîtrise. La deuxième chose avec le 1.23, c'est qu'il n'y a pas de lisibilité dans la stratégie de la RDC. Au moment où on se parle. Mais qu'est-ce qui explique cette difficulté? La chose qui explique ça, d'abord, la première, c'est qu'il y avait une absence totale de compréhension de l'enjeu. Le Rwanda a souvent utilisé l'argumentaire des FDLR pour attaquer la RDC, au prétexte que ces gens, les génocidaires Hutus, qui menaceraient la sécurité du Rwanda. La RDC a repris cet élément de langage-là pendant tout le moment de grand amour entre le président Kagame et M. Félix Tshisekedi. Nous avons repris les éléments du langage du Rwanda que le Rwanda sert aujourd'hui contre la RDC, contre les intérêts de la RDC. Les vrais enjeux, c'est quoi? Les enjeux ont toujours été économiques. Et au-delà de l'enjeu économique, il y a l'enjeu démographique. Alors, et aussi l'enjeu... Parce que le Rwanda veut... C'est que le Rwanda crée volontairement l'insécurité dans l'est de votre pays... Pour assurer le contrôle pour pouvoir contrôler les matières premières... Et aussi servir de déversoir... De populations rwandaises. Certaines populations. Et ça a été documenté de 2012. Parce que derrière, il y a une politique de peuplement. J'arrive, parce qu'en 2012, quand le 1.23 apparaît dans le décor, il y a des experts des Nations Unies qui débarquent en RDC et qui produisent un rapport, le rapport de 2012. Et en décembre 2012, Steve Edge, qui était le chef du groupe d'experts des Nations Unies, se retrouve devant la sous-commission des affaires étrangères sur l'Afrique du Congrès américain. Et là-bas, il explique très clairement que si vous voulez comprendre la stratégie du Rwanda à travers le 1.23, il faut garder à l'esprit que le Rwanda voudrait ériger à l'est du Congo un État autonome. Ça, c'est devant le Congrès américain. Et qu'est-ce que Kagame... Un État autonome, à l'est du Congo. Exactement. Mais qu'est-ce que Kagame dit il y a quelques mois, en juin 2023, en présence, lors de sa visite au Bénin, avec le président Talon? Il dit très clairement que le 1.23 est intervenu en RDC parce que, par le passé, il y aura un problème de frontière entre la RDC et le Rwanda, que la RDC aurait pris certaines parties du Rwanda. Ce qui est faux sur le plan historique. C'est le Rwanda qui doit des territoires au Congo. Le problème qui se pose, c'est que dans la lecture des événements, au niveau des autorités de Kinshasa, on n'a jamais compris ces enjeux-là. On a joué le jeu du Rwanda pendant longtemps, parce que je dois rappeler ici, et mon frère le sait, attendez, en 2020, les experts des Nations Unies sortent un rapport sur la situation en RDC. Et ils révèlent que les troupes rwandaises étaient présentes à l'est de la RDC de manière clandestine avec le soutien du gouvernement de Félix Tshisekedi. Ça, c'était avant la rupture entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Vous pensez que le président Félix Tshisekedi favorise... Quelqu'un qui se dit expert mais qui ne maîtrise même pas les domaines dans lesquels... Non. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi favorise. Vous m'avez posé la question de savoir pourquoi la politique de défense ne marche pas. Il y a eu un problème de compréhension des enjeux en présence et en fonction de cette mauvaise compréhension, on a articulé des stratégies qui ne pouvaient pas répondre, qui ne sont pas adéquates à même de résoudre la question. Et ce que je dis sur la présence de groupes armés et la présence de l'armée rwandaise en 2020, soutenue par le gouvernement de Kinshasa, je demande à vos téléspectateurs d'aller consulter le rapport des Nations Unies de 2020. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense que dans ce genre de dossier, nous devons mettre de côté le côté partisan pour privilégier les intérêts supérieurs de la RDC. C'est vrai. Il s'agit de votre pays commun. Absolument. On doit privilégier. Ça, ce n'est pas un débat politicien. Exactement. C'est un débat patriotique. J'ai comme l'impression que je suis venu assister aux incantations d'un pseudo-analyste qui ne maîtrise même pas le sujet. D'accord. Vous pensez que ce qu'il dit montre qu'il ne maîtrise pas le sujet. Si le président Félix n'était pas intelligent, s'il ne maîtrisait pas les dossiers, il n'allait même pas instaurer l'état de siège. Décrié par les notables de ce côté parce qu'ils avaient des intérêts, beaucoup d'intérêts aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui à la barre un des financiers de ces gens-là, qui s'appelle Mwanga Chouchou. Je ne sais pas si le monsieur sait où il savait le rôle que jouait ce monsieur-là en rédiger, tout en étant député de la République. Alors quand vous racontez des choses... La question précise, c'est avons-nous compris précisément ce qui se passe avec le M23, les enjeux liés au M23, et est-ce que les stratégies mises en place pour juguler son grippe sont adaptées? Merci beaucoup. C'est pourquoi j'avais dit ceci. Quand le président de la République est arrivé... Mais je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour que vous puissiez répondre. À tout de suite.
Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la RDC. La RDC qui tient sa présidentielle le 20 décembre 2023. Alors, nous étions en train de parler de la question sécuritaire, mais avant que vous ne poursuiviez, M. Timba, je vous propose d'écouter ce que certains de vos compatriotes attendent du prochain président. Nous avons vraiment beaucoup d'attentes sur les gens qui sont comme candidats aujourd'hui. Étant congolais, nous voulons tout simplement avoir une personne qui aura quand même, qui sera à la mesure de pouvoir gérer ces pays avec des idées nouvelles. Parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas une personne qui n'a pas le patriotisme. Nous ne voulons pas les gens qui volent l'argent de l'État pour s'enrichir. Mais nous voulons plutôt une personne qui aime le pays, qui aime l'avancement de ces pays, qui sera vraiment un président et qui va laisser des empreintes pour que demain qu'on puisse aussi parler de lui. Les ententes, c'est que nous, puisqu'il venait déjà de commencer, la restauration de l'autorité de l'État, la bonne gouvernance et bien entendu la défense de l'intégrité territoriale, nous osons croire qu'une fois réuni, il poursuivra cette lutte qui est celle de la bonne gouvernance, la restauration de l'autorité de l'État, assez compris la défense de l'intégrité territoriale. La réunification du pays, c'est ce qui est important. Vous savez que l'Est de notre pays, nos frères et sœurs qui habitent l'Est souffrent depuis un temps. Nous voulons qu'ils puissent réorganiser l'armée. Nous voulons qu'ils puissent revoir les sociales de la population. Afin que les choses puissent aller de l'avant. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement. Il faudrait que cette gratuité-là qui est effective devienne réellement effective et que l'enseignant qui enseigne puisse avoir son salaire. Il y a la gratuité, oui, mais il y a ceux qui enseignent qui souffrent des fois. Mais nous voulons que les sociales vraiment reviennent vraiment comme son cheval de bataille. C'est une très bonne chose et surtout la réunification de notre pays. Le député national qui s'est exprimé dans l'élément qui vient de passer est revenu sur la question de la réunification. Il parle même de réunification de votre pays. Vous étiez en train de nous expliquer les stratégies mises en œuvre pour précisément réunir votre pays, puisqu'il dit que vos frères et sœurs qui sont à l'Est dans votre pays souffrent notamment de l'insécurité. Merci beaucoup. La première des stratégies était celle d'instaurer l'état de droit, l'état de siège dans les deux provinces de l'Est de la République. Et c'est à partir de cet état de siège que plusieurs choses ont été révélées. La deuxième chose, c'était de former une armée capable de faire face à tous ces mouvements rebelles qui sévissent pendant un certain moment à l'Est de la République. Et moi, je crois que parmi les premières préoccupations du chef de l'État, il y a d'abord celle-là. Donc, aujourd'hui, je vous ai dit, il y a plus de 30 000 jeunes qui sont disposés à défendre leur pays et qui sortent de formation militaires avec des moyens adéquats. Maintenant, là, il est question, parce que pour déclarer une guerre, moi, je sais que vous savez, comme nos camarades qui sont ici, savons que pour déclarer une guerre, il faut épuiser plusieurs tentatives de... Sauf en cas de légitime défense. Non, mais s'il vous plaît. Nous sommes en légitime défense. Nous, on ne déclenche pas une guerre, on se défend. Je comprends. Article 51, Charte des Nations Unies. Aujourd'hui, quand on parle du M23, en vrai, on ne parle pas du Rwanda. Ça veut dire qu'on sous-attend que ce sont des Congolais qui sont en train de faire une rébellion chez eux. Non, votre président... S'il vous plaît, j'arrive, c'était ça. Okay. Mais aujourd'hui, d'accord. Entre autres, parmi ces tentatives, c'est ce qui a permis au gouvernement congolais de déduire et de pointer du doigt le Rwanda, c'est le Rwanda qui est en train de nous agresser. Kevin Maïzo. Mais pour déclencher, c'est pourquoi je vous dis, la guerre est là, la guerre sera là, et je pense qu'il y a l'ultimatum. Il faudrait que les forces négatives du M23, soutenues par les Rwandais, puissent déguerpir avant la fin de l'ultimatum. L'ultimatum a pris fin, et je crois que si nos amis sont sincères, ils vont comprendre qu'il y a des localités, entières qui sont en train d'être délogées. Ça fait plusieurs fois que des ultimatums ont été donnés, mais c'est ça ce que j'ai dit. Cette fois-ci, je crois que c'est la dernière. On a bien compris votre propos très rapidement. Kevin Maïzo, mais ce que dit M. Timba, il y a quand même de la pertinence dans ce qu'il dit. C'est-à-dire, votre pays, quand on est en train de parler d'un pays qui fait plus 1 200 000 km². 2 300 000 km².
Après l'Algérie, c'est le plus grand pays du continent. Vous ne pouvez pas effectivement pacifier un tel territoire si vous n'avez pas l'armée qu'il faut. Et il dit, le président met en œuvre une politique à la fois de recrutement et de formation d'une armée de façon à pouvoir pacifier ce pays. Mais que ça a besoin du temps. Je vous donne des faits. S'il vous plaît. Le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix, M. Jean-Pierre Delacroix, est venu à Kinshasa. Il a remis à M. Tshisekedi la liste des 65 officiers supérieurs congolais, entre guillemets, impliqués dans la guerre à l'Est. Il n'a jamais agi. Qui sont dans l'armée congolaise? Oui, oui, oui. 65 officiers congolais. Enfin, congolais ou rwandais, mais qui sont vraiment dans l'armée congolaise. Donc Félix Tshisekedi est le commandant suprême, il n'a jamais agi. Deuxième fait. M. Tshisekedi a procédé à une nomination au sein de l'armée. Il a reconduit des gens accusés des exactions très graves, dont certains soupçonnés d'être des anciens de l'armée patriotique rwandaise. Ça, ce n'est la faute à personne. Le numéro 2 du pays, le président de l'Assemblée nationale a dit que nous n'avons plus accès au fleuve. Parce que tout autour de Kinshasa, c'est presque la guerre civile. Il y a un mouvement qu'on appelle Mobondo. Le président de la République fait des fêtes tous les samedis à Kinshasa. Chez lui, avec le groupe de Jibempiana qui se trémousse, il y a la guerre, je vous dis bien, derrière l'aéroport de Kinshasa. Vous savez combien de morts il y a? Il y a encore un territoire pour la balkanisation, un territoire qu'on appelle Minembwe à l'est, créé illégalement par des personnes d'origine rwandaise. Ce territoire est plus grand que le Rwanda. Il suffit d'une signature pour que ce territoire n'existe pas. Et pourquoi il ne le fait pas selon vous? Parce qu'il est arrivé au pouvoir par un recel de fraude électorale. Il est tenu par la barbichette par ceux qui l'ont mis au pouvoir, notamment Paul Kagame, et il ne peut rien contre lui. Il a parlé depuis longtemps. Alors, il faut notre ami n'est pas connecté parce que la question de Mirembo vient d'être traitée. Pour ne pas se perdre, je veux quand même vous relever quelques faits importants. Parce qu'on dit qu'on n'a pas d'armée. Non, on a une armée. Qui a des problèmes, qui est infiltrée, ça c'est un fait. Mais je dois rappeler que l'armée rwandaise, c'est près de 30 000 hommes. En RDC, c'est 130 000 personnes. Je dois vous rappeler que le 1-23, ce n'est même pas 5 000 personnes. C'est quand même important de relever cela. Parce que quand on discute ici, on discute en l'air. On dit des choses en l'air sans mesurer la portée de ce que l'on dit. Donc, si on veut vraiment... On a parlé des forces obscures. J'ai parlé beaucoup ici des forces obscures. Au-delà du Rwanda et de l'Ouganda. Si on veut régler... Je veux lui répondre, lui donner un peu de matière, parce qu'il parle de l'Ouganda, un autre pays qui a soutenu le 1-23. Qui a soutenu le 1-23 et qui est l'un des créateurs du 1-23. C'est ce que j'ai dit. Et je tiens à vous rappeler qu'au moment où on se parle, le Congo est allié à l'Ouganda au sein de la force de l'EAC qui s'est déployée à l'est du pays, qui ne fait rien contre le 1-23. Et nous sommes alliés avec l'Ouganda dans l'opération Ouija, dans l'Ituri. L'Ouganda qui soutient certains groupes armés à l'est de la RDC. Pourquoi on ne rompt pas avec l'Ouganda? Simplement parce que Félix Tshisekedi a compris, et je peux le comprendre, qu'il s'est mis à dos le Rwanda, il ne peut pas se mettre à dos l'Ouganda, ça fera un peu trop pour son pouvoir et pour la gestion de la question de l'Est. Il n'en demeure pas moins que cette configuration rend difficile tout retour à la paix à l'Est du pays. Mais pour revenir à la question de l'armée, la raison pour laquelle aujourd'hui nous n'arrivons pas à chasser le 1-23, parce que c'est la même armée congolaise, je rappelle, dirigé par un certain Mamadou Ndala, le colonel Mamadou Ndala, qui avait chassé le 1-23 avec le soutien de la brigade spéciale de la MONUSCO en 2012-2013. C'est la même armée congolaise, ce n'est pas une autre armée. Comment se fait-il que cette armée, qui est 10 fois ou 20 fois plus nombreuse que l'armée rwandaise et encore plus que l'armée de 1-23, soit incapable de régler la question? C'est ça la vraie question. Je vais poser la question, que notre ami spécialiste nous réponde par rapport à la déclaration de M. Guterres, qui avait déclaré, comme pour dire que non, les Nations Unies n'ont pas les mêmes moyens en termes... La MONUSCO n'avait pas les mêmes moyens par rapport au M23. Oui, votre question... Il a parlé de moins de 5 000 hommes, mais avec des moyens, je ne sais pas quelle sorte de moyens. Ils n'ont pas de moyens. C'est là où les Congolais attendent les moyens. Parce que à la base, la mission de la MONUSCO, c'était pas de... Je vais vous expliquer une chose d'abord, parce que vous avez raison de poser votre question.
La première chose qu'il faut savoir, je vous ai dit que le M23, ce n'est pas plus de 5000 hommes. Le M23 est épaulé par les forces spéciales rwandaises et les forces de défense rwandaises. Mais pas seulement. Non, j'arrive. Non. Essaie d'aller un peu de là. Il y a encore qui se le J'ai demandé à notre spécialiste de le dire. J'arrive. Mais pourquoi il existe? Non, mon frère, j'ai écrit des livres sur l'implication des grandes puissances. Écoutez-moi. Le monde entier est en train prenez juste le temps. Expliquez-nous, parce que vous connaissez plus. Là, on a bien compris. Non, prenez juste le temps. Prenez juste le temps de m'écouter, s'il vous plaît. Le 1-23, si nous n'arrivons pas à vaincre le 1-23, le même 1-23 que nous avons vaincu en 2012, c'est parce qu'il y a un problème structurel au niveau du haut commandement de l'armée, c'est tout. À part l'armée rwandaise et à la limite, dans une certaine mesure, les Ougandais, personne n'est derrière le 1-23. Maintenant, la question de savoir, Richard, comment se fait-il que les armées étrangères qui sont présentes à la demande de M. Tshisekedi à l'est du Congo soient incapables de régler la question, elles qui sont venues épauler la RDC? C'est parce qu'il y a une illisibilité, une incohérence dans le haut commandement de l'armée congolaise. C'est ça le Il y avait un malentendu au début, et ce malentendu a été disculpé, et les choses sont en train de se normaliser. La question sécuritaire, voilà pourquoi je parle, et je garantis au peuple congolais que bientôt, il n'y aura plus l'histoire M23. On le souhaite. Alors, les M23... Un dernier point très rapidement, Kevin Maïzo, mais ça vaut pour vous. Oui. Votre pays, le Congo, votre pays, la RDC plutôt, c'est le premier fournisseur au monde du cobalt. Tout à fait. C'est le troisième producteur du cuivre au monde. Oui. Et le premier de coltan. De coltan. Je ne parle même pas encore du pétrole, du bois, de l'or, du diamant, etc. Oui. Et pourtant, 2022, c'est un rapport de la Banque mondiale qui dit 62% de vos compatriotes vivent dans la pauvreté. Merci. Un Congolais sur 6 dans l'extrême pauvreté aujourd'hui. C'est 60 millions. Hein. Oui. 60 millions de Congolais vivent dans l'extrême, dans la pauvreté avec un pays aussi riche. Comment vous expliquez ça? Vous êtes tous des intellectuels ici, à cet âge. Comment comprenez-vous et expliquez-vous ce paradoxe? Très rapidement, on est à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Je vais revenir sur mes propos ici. J'avais dit ici que quand le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il avait trouvé un pays à l'agonie, au fond du trou. Et il est en train de se battre pour relever ce pays et le remettre sur les rails. Il est en train de poser les jalons. Il est en train de réfléchir comment terminer, comment faire face à la misère du monde. Aujourd'hui, le président Félix est en train de créer une nouvelle économie. Parce que l'économie qu'il avait trouvée est entre les mains des individus, entre les mains d'un clan. Bon, moi, en tout cas, en une phrase... Donc, on a bien compris. En une phrase, je dirais que quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé beaucoup de réserves d'échange qu'il a décimé. 800 000 aujourd'hui. Il a fabriqué, à 3 millions et quelques. Il a fabriqué quelques millionnaires dans son entourage. La cohésion nationale est dans l'eau parce qu'il nous a ramené un tribalisme abject et que ce n'est pas à la fin, à 2 mois de la fin de son mandat, qu'il va remplir son slogan « Le peuple est d'abord » parce qu'on n'a rien vu. Et Patrick Mbeko, très rapidement, pour quelques secondes seulement, il y a des pays où la pauvreté est normale, naturelle, parce qu'ils n'ont rien. Le sous-sol n'a rien, c'est des pays, donc peut-être que le thé ou des fleurs à vendre. Mais là, votre pays, le sous-sol est rempli de richesses. Comment expliquez-vous la pauvreté des Congolais? C'est tout juste, il y a 2 questions, c'est l'absence de vision et le grand problème de la corruption qui est devenu endémique et même cancérigène dans ce pays. Merci. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre et restez fidèles au programme de l'NCA, la nouvelle chaîne africaine. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Plaisir.